Wexkina, ici Alexandre Cordo accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons invité Jelonia Mathias de Poimo de Meshkinou. Fait que, Jay, si tu pouvais t'introduire à nos auditeurs. Ben oui, bonjour à tous. Mais d'abord, merci pour l'invitation. Là. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, moi, c'est Jelonia Mathias. Moi, je suis Innu de la communauté de Mashtouillat du côté de ma mère. Et je suis Anishinaabe de la communauté de Long Point First Nation du côté de mon père. Donc, un Innu-Shinabe peut-être, je ne sais pas là, comment qu'on dit ça, là, cette espèce de mix. Là. Moi, je dis que c'est le meilleur mix de la gang. Là. j'ai le meilleur de mes deux nations, je trouve. Moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, c'est ça, dans la communauté de Mashtouillat. Puis aujourd'hui, je suis directeur général de l'organisme Poimo de Meshkinou, qui est l'organisme fondé par le docteur Stanley Volant. C'est entre autres une des choses que je fais, là, parce que je fais 1001 autres choses. Je suis impliqué comme commissaire élu du côté de la commission TPD-Binti-Shun à Mashtouillat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, mais la communauté de Mashtouillat est en train de travailler sur son propre projet de constitution. Puis j'ai le bonheur de siéger sur cette commission-là qui est en train de travailler sur ce beau projet. C'est ça, c'est pas mal mes deux grosses implications en ce moment. Je siège sur différents conseils d'administration. J'essaie de contribuer du mieux que je peux dans le milieu autochtone. Pour moi, c'est important. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait aussi un grand plaisir. D'autant plus que tu es maintenant une vedette connue via tes prestations à Espace Autochtone. Hein, il y a là des billets qui sont billets 2LET qui sont importants et qui sont livrés régulièrement. Et c'est des réflexions, souvent du point de vue de la jeunesse autochtone, ce qui est fort intéressant. Tu me tiendras au courant aussi, parce que moi aussi, je suis un Pied-Quagmilnou par ma mère, alors je serais curieux de savoir c'est quoi que tu nous parles un peu de ce projet de constitution qui est en cours au Lac-Saint-Jean. Et puis après, on reviendra aux choses plus immédiates, parce que ça, j'imagine, c'est un projet à plus long terme, mais qui est quand même très particulier pour une communauté autochtone. Oui, complètement. C'est presque bientôt un projet immédiat là, parce qu'on a commencé la démarche constitutionnelle à Mashtouillat en 2019. Donc, la commission TPD-Métis-Shun a été constituée. À la base, il y avait des postes là, qui étaient en élection pour élire des commissaires de la communauté pour avoir une représentation des membres. Donc, on est là on siège sur le comité. Il y a des élus politiques qui, eux, sont au conseil. Puis, on a aussi des élus donc spécifiques pour la commission TPD-Métis-Shun, dont la présidente, Mme Hélène Boivin, qui a été élue là, lors des élections en 2019. Fait que depuis 2019, là, on en a fait du chemin au départ. Tu sais, quand on fait une constitution, on a un peu deux choix. Le choix numéro 1, c'est de dire, on va travailler quelque chose, nous autres, en amont, puis on va soumettre ce projet-là à la population pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis la deuxième option, c'est de se dire, on va aller consulter la population au départ, puis à partir de ce que la population va nous avoir partagé, on pourra développer un projet qui sera représentatif de ce qu'on aura reçu comme information. Donc, d'un côté, on a la formule top-down, hein, puis c'est souvent ce qu'on voit, là, entre autres au niveau des gouvernements, là, souvent c'est top-down. Puis nous, on s'est dit, non, il faut que ça vienne de la population. C'est primordial pour nous. Fait qu'on est plus dans le terme de bottom-up dans ce cas-là. Donc, on a commencé les consultations à partir de, si je ne me trompe pas, l'automne 2019. On avait séparé ça en différentes thématiques là, pour aller consulter les gens sur c'est quoi les valeurs des Pequawgamilnuts, c'est quoi nos coutumes, c'est quoi nos principes de base, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme mode de gouvernance, c'est quoi nos priorités, nous, en tant que peuple, en tant que nation.
Puis à partir de ça, bien là, évidemment, la fameuse pandémie de COVID-19 est venue un peu nous freiner puis nous ralentir dans notre démarche, mais on a pu reprendre nos activités. Puis aujourd'hui, bien, nous, la commission, on a fini notre projet. Donc en ce moment, on est en train de le faire traduire en Nulwewun, donc en langue Innu, la langue de chez nous, pour pouvoir, dès l'automne, partir en consultation publique. Donc, dans un premier temps, on va arriver avec le texte concret de constitution à présenter à nos membres. Puis ensuite, bien, les membres vont pouvoir consulter le texte, se prononcer sur qu'est-ce qu'ils en pensent, de pouvoir apporter des suggestions de modifications. Pour nous, c'est vraiment important là, d'avoir le feedback puis d'impliquer la population du début jusqu'à la fin. Parce que c'est important, il faut que la Constitution elle soit représentative des membres de la communauté de Mashteuiatsi, puis autant les membres qui habitent dans la communauté que les membres qui habitent aussi à l'extérieur de la communauté. Ça, c'est vraiment important. Là. Des fois, on parle de ces deux solitudes-là, hein, puis j'espère qu'avec notre projet, on arrive à connecter ces gens-là. Tu sais, des gens en communauté puis à l'extérieur de la communauté, c'est important de se garder en tête qu'on fait partie de la même nation. Tu sais. Puis en tout cas, c'est là-dedans c'est dans cette approche-là qu'on mise beaucoup. Puis en principe, dès le printemps 2023, on aura un référendum sur le projet de constitution qu'on soumettrait à l'ensemble de nos membres. Et ben, si c'est adopté, je pense, si je ne me trompe pas, là, je pense qu'on serait la première communauté autochtone au Canada à avoir une constitution qui n'est pas faite dans le cadre d'un traité. Parce qu'il faut le savoir, là, il y a d'autres communautés autochtones au Canada qui ont des constitutions, mais souvent, elles découlent d'un traité. Donc ça veut dire que la nation ou la communauté a négocié un traité avec les gouvernements. Puis le traité, ce que ça fait, là, ça vient délimiter ton terrain de sable. Là. C'est quoi ton terrain de jeu, puis qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur. Puis les constitutions, bien, elles sont développées dans ce terrain de sable-là. Nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que Mashteuiatsi, ça fait plus de 40 ans qui sont en négociation avec le gouvernement. Donc, après 40 ans, on s'est dit, bon, on est peut-être tanné un peu d'attendre que le gouvernement décide d'en arriver à un traité avec nous. On n'attendra pas de se faire délimiter ce terrain de sable-là, puis on va le délimiter nous-mêmes. Puis je pense que ça, c'est le plus bel acte d'autodétermination. On a cette opportunité en tant que nation de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est représentatif pour nous, puis on a un espoir là, que ça vienne teinter les négociations ultimement. Parce que ben, une constitution, c'est un document qui émane directement du peuple. Puis là, ben, le peuple va avoir l'occasion de se prononcer là-dessus. Donc, je verrais mal un gouvernement venir dire « Oui, mais c'est pas valable ce que vous avez négocié, c'est pas valable ce que vous nous présentez. » Nous, on va leur dire « Ben, nous, on a consulté nos membres, ils se sont prononcés là-dessus, et ça, ce document-là, il est représentatif des Pequawagamis-Inuits. » Donc, c'est bien, bien, bien excitant. Là. C'est fou. Là. Ben oui, c'est un geste de souveraineté affirmé. Et je vois en tout cas à t'entendre qu'on va avoir des porte-paroles voulus pour s'il y a confrontation avec l'État sur la nature ou la validité du processus. Il y aura des gens prêts à tenir le point de vue du peuple des Pequawagamis-Inuits face à ceux qui voudraient se mettre en chemin de cette affirmation souveraine. Alors, bravo, c'est un très, très beau projet qui mériterait d'être mieux connu. Donc, c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Également, je sais que tu es... je pense que c'est relativement nouveau que tu es maintenant directeur général de Pwamun Meshkenu. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vois Alexandre qui me fait des gros yeux. Alors, tu pourrais peut-être nous parler de l'organisation, de cette organisation fondée par notre camarade, le docteur Stanley Bonan. Oui, ben, c'est assez récent. Là. Moi, je suis en poste depuis la fin novembre de l'année 2021. Donc, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai cette opportunité d'être le directeur général d'un si bel organisme. Là. Justement, Pwamun Meshkenu, ça a été fondé en 2016, puis c'est la continuité du projet Innu Meshkenu. Innu Meshkenu, c'est la grande marche que Dr. Volant
a réalisé entre 2010 et 2017, si je ne me trompe pas, 6000 kilomètres à travers les différentes communautés autochtones pour partager son message, là, puis partager un peu d'espoir dans les communautés. On se le rappelle, Dr Volant a eu un épisode pas facile dans sa vie. Il s'est rendu pour faire le chemin de Compostelle, puis là, il a eu cette illumination qu'il devait faire ce chemin-là ici, sur le territoire, à travers les communautés, pour donner espoir aux gens, puis leur dire qu'on est capable de se relever, puis on est capable d'avancer ensemble. Je vous résume ça rapidement. Là. Lui, il le raconte tellement mieux que moi. Là. Son histoire, c'est tellement inspirant là, quand il le raconte. Mais grosso modo, c'est ça. Innu Meshkenu, c'était ça. Puis à la fin de ce projet-là, il y avait encore une volonté des communautés de voir Dr Volant, d'organiser des marches. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas fonder Pwamun Meshkenu. Et Pwamun Meshkenu, si on le traduit, ça veut dire le chemin des rêves. Donc, l'appellation francophone de notre organisation, c'est le chemin des 1000 rêves. Et un des objectifs là, de notre organisation, c'est justement de favoriser le rêve, de dire aux gens, c'est bien de rêver. C'est quoi vos rêves, puis comment est-ce qu'on peut les réaliser, ces rêves-là? Donc, on développe différents projets en lien avec les jeunes. Surtout, là, pour nous, c'est important d'impliquer les jeunes puis d'avoir des projets mobilisateurs et porteurs pour la jeunesse autochtone, mais aussi pour créer des rapprochements entre les nations, puis nations avec un grand N au pluriel, autant les nations autochtones que la nation québécoise ou que la nation canadienne ou que les autres nations. On travaille très fort là, à bâtir des ponts entre les différentes communautés, entre les différentes nations. Pour nous, c'est important de faire ça. Puis, je me permettrai peut-être un commentaire plus personnel, là, mais moi, j'ai l'impression que la loi sur les Indiens, à certains égards, elle a bien fait son travail. Hein. Pendant longtemps, je pense que les communautés ont travaillé en silo. J'ai l'impression que peut-être qu'une des politiques, c'est de diviser pour mieux régner. Hein. Chacun doit se battre pour son propre financement, puis chacun doit faire ses propres batailles de son côté. Puis, on a vu pendant longtemps les communautés, chacune pour soi. Puis là, on la sent, cette résurgence-là, cette importance de travailler ensemble. Puis nous, on travaille dans ce sens-là aussi. On dit c'est important de retisser des ponts entre nos communautés puis entre les individus. Fait qu'on développe des projets en ce sens-là. C'est assez large, là, mais les marches demeurent évidemment essentiellement au cœur de notre organisation. Ça fait partie de notre ADN, je pense. Là. Donc, oui, c'est une très belle organisation. Puis, je remercie aussi le conseil d'administration de m'avoir donné cette opportunité-là. Moi, je suis tout jeune. Là. Moi, j'ai 28 ans. Je n'en connais pas beaucoup des directeurs généraux de 28 ans. Mais j'ai l'impression que dans le milieu autochtone, c'est peut-être plus particulier. Là, on donne beaucoup cette place à la jeunesse de plus en plus. Puis je pense que les administrateurs, puis M. Dr Volant ont vu peut-être en moi que je pouvais représenter la mission de notre organisation. Moi, quand je les ai rencontrés au début, là, je leur ai dit, mais je n'ai pas tous les outils pour occuper ce poste-là. Là. Moi, je n'ai pas 10 ans d'expérience en gestion, puis il y a bien des choses que je dois faire dans mon travail que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais ils m'ont dit, tu as la vision, tu as la drive, puis tu as la motivation, puis ça, on ne pourra jamais te l'apprendre. Et ce qui te manque, ça, on va pouvoir te le montrer. Et ça m'a tellement touché, là, qu'ils aient cette vision-là de on va t'accompagner dans ton développement personnel, dans ton développement professionnel, puis je suis reconnaissant à tous les jours de cette chance qu'on m'a donnée. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres organisations à donner cette chance aux jeunes, parce que je pense que la jeunesse, elle est inspirante, la jeunesse autochtone, et elle prend sa place de plus en plus. Et il faut lui laisser cette place-là pour qu'elle développe des projets, pour qu'elle apporte cette vision. Cette nouvelle vision fraîche, je trouve, pour nos organisations puis pour nos communautés. Oui, je pense que c'était Raphaël Picard qui m'avait dit, parce qu'il avait dit à un moment donné, quand il avait créé les jeux interbandes, comment les gens, tout d'un coup, de différentes communautés se sont retrouvés, et c'était des jeux, évidemment, des jeux
le hockey est évidemment le sport dominant dans la chose. Et comment ça l'avait été une façon, à l'époque détournée, de recréer ces solidarités intercommunautaires qui avaient été brisées justement par cette division coloniale en communautés. Communautés d'ailleurs que, et ça, tant qu'à moi, c'est pas une bonne appellation parce qu'on les appelle Premières Nations, mais c'est pas des Premières Nations. Les Premières Nations, c'est des Inuits, les Cris. À ce sens-là, le gouvernement du Québec est plus avancé, pas du point de vue on le conçoit, mais au moins à ce niveau-là, il est plus avancé que le reste du Canada puisqu'il reconnaît des nations sur son territoire, Inuits, Cris, Inuits, Mohawks, etc. Et c'est pas chacune des communautés qui constitue une baronnie individuelle. Je trouve extrêmement important, effectivement, de multiplier les occasions de rencontres. Le Wapikoni aussi le fait. D'ailleurs, ta prédécesseur, Véronique Rankin, qui était directrice de Pwamount-Mishkeno, est maintenant directrice du Wapikoni. Donc, et je dois dire, je t'écoute parler tantôt du référendum et comment c'est organisé. Ailleurs, j'espère que je n'ai pas attrapé la COVID comme mon collègue Alexandre. Je pense que c'est juste un chat dans la gorge. Je vais prendre une gorgée d'eau pour toi, André. Ah, parfait. Déjà, je me sens mieux. Alors, donc, c'est extrêmement important de recréer et de retrouver ces liens. Et alors, je suis curieux quand même de savoir, c'est quand la prochaine marche, là, si c'est pas quelque chose qui dure 5 jours dans la neige, peut-être que je pourrais m'inscrire. Ah ben, écoute, je ne sais pas, ça ne sera pas dans la neige et ça ne sera pas 5 jours, ce sera plutôt 7 jours en territoire. Donc, je ne sais pas si ça te parle un peu plus, André. Mais écoute, on a eu une idée folle à Pwamount-Mishkeno. On n'avait pas nécessairement de projet de marche à court terme. On voyait plus des projets de marche là, à partir du mois de septembre, peut-être avoir quelque chose axé sur la réconciliation autour du 30 septembre, début octobre. Puis, finalement, vous le savez, là, il y a le pape François qui s'en vient en visite au Canada et au Québec pour présenter ses excuses aux Autochtones en lien avec les sévices là, qui ont eu lieu dans les pensionnats. Et moi, il y a un moment donné, il y avait Audrey-Lise Roquervieux que vous avez déjà reçu, là, qui est aussi employée chez Pwamount-Mishkeno comme agente de communication et d'événements. Puis elle me demandait, Pwamount, on fait-tu quelque chose dans le cadre de la visite du pape? Puis là, je me suis dit, mais c'est vrai, on ne fait rien, on n'a rien de prévu. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose? Donc, on a un peu réfléchi à cette idée-là. Puis au départ, on savait qu'il y avait une rencontre à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. On savait qu'il y allait avoir une rencontre sur les plaines d'Abraham aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas organiser une espèce de marche, un rassemblement à cet endroit-là, à Québec. Puis à la base, nous, ce qu'on voit dans la marche, c'est beaucoup un événement rassembleur. La marche, en général, c'est quelque chose qui est assez accessible à tous. Puis je trouve que des fois, c'est un peu méditatif. La marche, on est là, puis on y va à notre rythme, on est dans la nature, on est entouré d'autres personnes. Puis à travers cet événement-là, souvent, on se retrouve à marcher aux côtés de personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent peut-être d'une autre nation, d'une autre communauté, ou que c'est peut-être des alliés allochtones qui sont là pour marcher avec les Autochtones. Puis on s'est dit, on a envie de créer cette rencontre-là et de se mobiliser autour des survivants, des survivantes, puis d'avoir une rencontre aussi intergénérationnelle. Puis finalement, je pense qu'on aurait pu s'arrêter là. Puis finalement, on s'est dit, pourquoi pas voir plus grand? Maintenant, j'ai cette idée folle là, qui est venue dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas de Mashtewiyats? Et ce n'est pas anodin. Là, pourquoi Mashtewiyats? C'est parce que c'est le site du dernier pensionnat qui a fermé ses portes au Québec en 1991.
Et je me suis dit, ben, pourquoi pas partir de Machtouyarts puis se rendre jusque sur les plaines d'Abraham. Un grand périple, un grand pèlerinage peut-être que je pourrais même dire, pas religieux par contre, là, un grand pèlerinage sur le territoire entre le dernier site du pensionnat et le lieu où est-ce que pas juste les Inuits, là, mais que les Autochtones vont se rassembler à Québec. Je trouvais que c'était extrêmement significatif. Puis à travers ça, axer cette marche-là autour de la guérison. La guérison pour les survivantes des pensionnats, mais aussi pour les traumas intergénérationnels. Puis pour ça, pour nous, c'est vraiment important d'impliquer les jeunes dans ce projet-là, parce que même si ceux qui sont allés au pensionnat sont les premières victimes de ça, il y a des traumas qui ont été passés de génération en génération et qui vont peut-être continuer à être passés dans d'autres générations. Puis je pense que tous ensemble, de façon collective, on est sur ce chemin de guérison, tant individuel que collectif, puis on avait envie de rassembler les gens autour de ça. Fait que, écoute, on a eu cette idée folle, là. C'est un parcours en 3 étapes. Donc, la première étape, ça va débuter le 21 juillet. On va avoir une cérémonie de commémoration sur le site de l'ancien pensionnat de Machtouyarts. Puis après, on va entreprendre un 6 jours de marche jusque dans la communauté de Wendake, qui est bien gentil de nous accueillir. Donc, on va dormir sur le territoire. Là, en ce moment, on est en train de planifier nos couchages puis la logistique de nourriture là, pour tout le monde. Oui, Alexandre le partage. On est en train de recruter là, pour l'inscription. Fait que s'il y a des Autochtones qui nous écoutent, qui seraient intéressés de marcher 6 jours avec nous, écoutez, allez consulter là, la page Facebook de Pwamouune-Mishkenu. Je pense que ça va être beau. Ça va être un très bel événement. Puis, on cherche surtout des jeunes pour cette étape-là. C'est quand même 260 km en 6 jours. C'est une moyenne de 45 km par jour à parcourir. C'est pas une petite marche de santé là, qu'on fait après le souper. C'est quand même un beau défi personnel, mais je pense que ça va nous permettre de nous rassembler ensemble, justement. Puis nous, on veut entourer les marcheurs avec des guides spirituels qui vont être présents au campement qu'on aura aménagé. Donc, on va pouvoir avoir une présence d'aînés, de guides spirituels avec nous. Pour nous, c'est extrêmement important de laisser cette place à la spiritualité. Je pense que ça fait partie prenante de nos valeurs qu'on met de l'avant. Hein. La santé, ce n'est pas juste la santé physique puis la santé mentale, c'est aussi la santé spirituelle puis la santé holistique. Fait on travaille fort sur cet aspect-là, puis on est en train d'aller chercher des belles ressources qui vont pouvoir nous accompagner. Peut-être même faire une sweat lodge en chemin. Je pense que ça va être vraiment là, un très beau parcours pour l'étape 1. On prévoit arriver à Wendake le 26 juillet au soir, et là, on sera accueillis par la communauté. Et le lendemain, là, on invite monsieur, madame, tout le monde, des gens des communautés, des différentes nations, des Québécois, des Canadiens, à venir nous rejoindre pour faire le dernier parcours qui est entre Wendake et les plaines d'Abraham. Là, c'est un 15 km. 15 km, là, c'est à peu près entre 3 et 4 heures de marche. C'est quand même plus accessible que le 45 km. Là. Donc, on s'attend à avoir quand même beaucoup de gens qui viennent marcher avec nous jusque sur les plaines d'Abraham. Et sur les plaines, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des aînés qui nous attendent à cet endroit-là, des survivants, des survivantes des pensionnats, qui souvent là, sont aujourd'hui âgés d'un certain âge, puis qui sont à mobilité plus restreinte, puis qui ne sont peut-être pas en mesure là, de marcher les 15 km entre Wendake et les plaines, mais qui puissent nous attendre sur les plaines d'Abraham et parcourir le dernier kilomètre avec nous. Donc, qu'on puisse finir ce parcours-là ensemble avec les survivants, les survivantes. Puis ensuite, on a espoir d'être en mesure d'avoir une cérémonie de recueillement sur les plaines d'Abraham, mais c'est compliqué encore. On est en train de travailler fort pour se tailler une place dans la programmation du 27, mais on a de l'espoir là, de trouver un compromis pour être en mesure d'avoir un moment pour nos aînés, pour se recueillir, pour se commémorer, puis surtout mettre
au centre de nos préoccupations, les survivantes des pensionnats, puis ceux et celles qui sont disparus. Ben, bravo, c'est un projet ambitieux et c'est bien. C'est une réflexion que je me fais. Donnez-moi 30 secondes. Merci, voilà, pour ramener les indisciplinés à l'ordre. Alors, oui, je disais que c'est un projet formidable, puis c'est drôle, ça trouve tout à fait écho dans mes préoccupations actuelles. On est en train de terminer une revue de cinéma, Panorama Cinéma, une revue en ligne là, qui va être lancée dans le cadre de Présence autochtone, et je dois écrire un texte. Et je pars du film The Journals of Knud Rasmussen, le film inuit de Zacharias Kuduk. Et je fais mon commentaire à partir de la scène finale où le Ava, le grand chaman, doit dire adieu aux esprits qui l'ont toujours accompagné parce que toute sa famille s'est convertie au christianisme et son monde est en train de basculer. Il pleure, c'est quelque chose de très douloureux. Et comment dire, mais c'est pas un missionnaire qui est converti au christianisme, c'est un autre chaman inuit qui, lui, s'est converti et qui a sa propre interprétation de l'évangile pour voir le film. C'est absolument magistral. Et dans mon commentaire, je dis que ça a peu été illustré et nommé et dit parce qu'on a beaucoup parlé de tous les traumas que les nations autochtones ont subis, territoriaux, économiques, écologiques, familiaux, culturels, mais le trauma religieux de la perte d'une spiritualité, parce que à l'origine, il n'y avait pas d'hostilité comme telle de la spiritualité autochtone à englober d'autres pratiques, mais c'est vraiment le christianisme qui s'est proposé et imposé comme adversaire et comme adversaire destructeur. Et maintenant, on a à vivre avec ça parce qu'on vit deux spiritualités conflictuelles. Et je trouve important, justement, dans un projet comme celui que tu viens de décrire, de retrouver justement un chemin de guérison. Hein, je dirais là, c'est vraiment un chemin de guérison pour assumer cette dichotomie qui fait partie d'un héritage traumatique. Et effectivement, c'est extrêmement prometteur comme démarche, bravo. Et je dis ça aussi, puis en même temps, ça me ramène à ce que je suis, parce que directeur de Présence autochtone. Et je sais qu'Alexandre servait d'intermédiaire, on devait se parler. Et là, je comprends pourquoi on ne s'est pas parlé. Hein? Tu étais pas mal occupé de ton côté, comme je le suis pas mal du mien. Et là, Alexandre, ça lui arrive à lui aussi d'avoir des idées géniales. Il a dit, ben, vous parlerez en direct. Alors, donc, je me dis, faisons une réunion. Hein, d'abord, les quelques centaines d'auditeurs qu'on a là maintenant, c'est des gens discrets. Ils ne vont pas répéter tout de suite les choses confidentielles qu'on va se dire. Ça va rester entre nous. Et parce que notre conférence de presse pour annoncer l'ensemble de la programmation, c'est le 26 juillet. Mais ceux qui ont le bonheur de nous suivre et qu'on a le privilège d'être écoutés par eux, hein, alors on peut leur donner comme ça quelques primeurs. Alors, donc, tu avais parlé, il me semble, qu'il pourrait avoir des jeunes associés à vos projets qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, profiter soit de la grande visite qu'on a en Présence autochtone, parce qu'on a des artistes, des leaders culturels qui viennent de l'autochtonie nord-américaine, mais aussi mondiale, ailleurs dans le monde. Et puis, des activités, et c'est aussi une rencontre comme
il est souhaité de gens qui viennent des communautés avec ceux qui sont plus résidents à l'intérieur, hors territoire ou dans les zones urbaines. Alors, voilà, alors j'aimerais voir qui tu nous amènerais éventuellement, quel type de connexions sont recherchées. Alors voilà, je t'écoute. Ben, c'est ça, j'avais approché Alexandre parce que chez Poimoune-Meshkino, on a aussi un projet qui s'appelle les ambassadeurs, le programme d'ambassadeurs jeunesse. Puis ça, ben, c'est des jeunes qui viennent de différentes communautés là, au Québec. Si je ne me trompe pas, là, je pense qu'on a 7 ambassadeurs. Je pourrais même dire ambassadrices là, parce qu'elles sont majoritaires. On a un seul garçon ambassadeur, donc on pourrait dire que le féminin l'emporte cette fois-ci. Donc, nos ambassadrices proviennent de toutes les communautés. Puis nous, ce qu'on leur offre à travers ce programme-là, c'est avant tout des outils pour qu'elles puissent développer leur prise de parole en public. Mais on ratisse même plus large que ça parce qu'on a envie de développer, en tout cas de les accompagner dans le développement de leur leadership à elles, puis de leur donner des opportunités de rencontre avec des gens avec qui ça va peut-être cliquer, puis avec qui ils vont peut-être éventuellement développer des projets ou des connexions qui vont faire partie de leur cheminement à elles, puis qu'elles vont pouvoir garder là, dans leur coffre à outils. Donc, c'est vraiment... tu sais, moi, ce que je dis, là, c'est que les jeunes dans nos communautés, là, des fois, là, c'est des diamants bruts. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut, puis des fois, à travers des programmes comme nous, on offre, on fait juste les aider à polir tout ça, puis à se développer, puis à se mettre en valeur encore plus davantage. Tu sais, des fois, là, je pense qu'on a juste besoin d'une main sur l'épaule hein, pour nous dire « Hey, tu l'as en dedans de toi ce qu'il faut pour faire ça. Tu es capable de faire ça. » Puis je pense que c'est ce qu'on essaye de mettre de l'avant avec notre programme d'ambassadeurs. Puis, ben là, on essaie de se rencontrer à tous les mois, donc avec des rencontres avec différents intervenants qui viennent donner pas des conférences, mais plus des ateliers avec nos ambassadeurs. Puis là, ben, on avait envie de se réunir en personne. Puis c'est Tina Mapachi qui est une ancienne ambassadrice qui aujourd'hui est la coordonnatrice de ce programme-là, qui disait « Ah, mais ça pourrait être le fun de faire ça à Montréal, tu sais. » qui est un peu un lieu central, là, parce que notre monde sont un peu partout sur le territoire. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas faire ça durant Présence autochtone, qui déjà va rassembler plein de jeunes, ben, en tout cas plein d'individus autour d'activités. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas peut-être greffer nos ambassadeurs à travers des activités qui auront lieu avec Présence autochtone. Je sais qu'Alexandre m'a donné un peu quelques pistes de réflexion de ce qui pourrait se faire comme rencontre. Mais nous, là, ce serait fantastique là, de pouvoir s'arrimer ensemble puis de voir de quelle façon on peut impliquer nos ambassadeurs, nos ambassadrices avec vous, puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme activité, puis peut-être comme outil supplémentaire à mettre dans leur coffre. Là. D'abord, c'est sûr qu'on serait très honoré de pouvoir accueillir Madame les ambassadrices et Monsieur l'ambassadeur à nos activités. Moi, je dirais, après ma barre, en tout cas, on pourrait déjà émettre une passe d'invités qui donnerait accès backstage pour rencontrer des artistes de concert, aux salles de cinéma et aux différentes autres activités qui pourraient être intéressantes pour eux. Dépendant des dates où elles arrivent aussi, il y a à regarder à quel moment la réunion a lieu. On peut regarder qui est présent à ce moment-là. Dans les invités internationaux, il y a un groupe qui va être intéressant parce que c'est aussi des jeunes très branchés sur la culture traditionnelle. Ils vont venir de Guyane française. Ce sont des Kali'na. Kali'na qu'on a appelé autrement les Caraïbes. Dans leur langue, c'est Kali'na. Et ils vont être un certain nombre, ils vont venir avec les tambours traditionnels. Et c'est un projet qui a été bâti à partir de Caraquet, avec des Acadiens et des Mi'kmaq. Donc, il y aura des Mi'kmaq avec eux aussi, puis des gens du Sénégal qui vont venir. Alors, c'est une rencontre de jeunesse internationale d'artistes, mais d'artistes tournés vers les traditions autochtones.
Alors, ces gens-là vont être là en permanence là, à Montréal et on peut les organiser facilement une rencontre spécifique entre les ambassadeurs et ce groupe de voyageurs. Alors, il y a ça qui peut être particulièrement intéressant. Dans les artistes de la scène, on va avoir aussi le couple Digging Roots avec Raven, qui est d'ailleurs un de tes congénères, puisqu'il est Anishinaabe par son père et moi par sa mère. Donc, mais Raven et Shoshona ne sont pas seulement des artistes de scène, ce sont aussi des gens qui sont très militants dans l'affirmation des peuples autochtones, donc, et qui sont très généreux de leur personne et qui sont porteurs de messages d'espoir, d'encouragement, de vision. En tout cas, quand je regarde l'ensemble des artistes de scène, ceux-là ont, je dirais, un plus, sont pas seulement des artistes modèles, mais aussi des gens de conviction et de racines, leur nom l'indique. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir une rencontre avec eux. À la Maison du développement durable, on a une exposition qui a été montée avec des Autochtones d'ailleurs, qui circule au Québec, qui s'appelle Voix parallèle. Oui. Et Voix parallèle, c'est inspiré, tu connais l'expo? Oui, je connais Laurence. Oui. Voilà. Alors, Voix parallèle, c'est inspiré évidemment pas évidemment, il faut le savoir, c'est inspiré du Turo Wampum, le Wampum à 2 rangs, hein, qui est une figuration graphique des liens souverains de nation à nation entre autochtones et nouveaux arrivants qui marchent pacifiquement de conserve, mais chacun dans son canot. Alors donc, il y a cette exposition, mais à côté de ça, on aura une journée de réflexion et de rencontre. Et notamment, on peut préparer une chose sur la circulation des œuvres, qu'elles soient des expositions, que ce soit des concerts, dans les communautés autochtones, y compris des communautés autochtones éloignées. Il y a eu des expériences qui ont été menées par différents organismes. On aimerait avoir des gens qui viennent en discuter parce que c'est important. Il y a beaucoup de développements qui se font dans les secteurs urbains. Et parfois, ceux qui sont plus proches, je ne sais pas, les gens de Wendake, par exemple, ou les Abénakis de Wolinac ou d'Odanak, évidemment, c'est plus, ou les Mohawks de Ganawagé, Ganesatagé, c'est plus facile d'avoir accès, évidemment, à ce qui se fait en termes de diffusion culturelle. Mais souvent, les communautés éloignées sont, à moins de faire un très grand voyage, et peut-être même le faire à pied, hein, c'est compliqué. Donc, il faut, et c'est l'une des priorités que les organismes culturels des Premières Nations se sont donnés, de trouver le moyen de faire circuler les œuvres dans les communautés. Alors, on aimerait avoir en tout cas justement un séminaire là-dessus. Et puis aussi, on aura des invités, des gens qui parlent de skate comme étant aussi quelque chose de très attirant, de très contemporain pour la jeunesse. Et donc, il y a justement Andrea Ottawa, une amie et quasiment une cousine d'Alexandre qui serait là. Et il y aurait Naomi qui viendrait d'Arizona, qui est une Navajo, qui elle aussi fait du skate, et qui, toutes les deux, ont des projets de développement d'une activité à la fois ludique, bien sûr, sportive, mais plus encore une activité, là aussi, de mobilisation et de solidarisation, si je peux dire, des jeunes autochtones, qui a fait trouver moyen, parce qu'on le sait, les jeunes, surtout ados, on veut être actuel, on aime bien nos trisaïeuls et les grandes choses qu'ils ont fait, on le respecte.
mais on veut vivre au présent de l'indicatif et on veut être connecté à la planète. Donc, le skate apparaît comme un des moyens. Donc, ça aussi, on aura une réflexion là-dessus dans le cadre de présence autochtone, et ça pourrait intéresser les ambassadeurs, ambassadrices. Et puis, parlant de rapprochement plus général, ce qu'on a à présence autochtone, c'est dimanche 14, on reçoit sur le site autochtone toute la diversité de Montréal. Hein. Il y a une association qui s'appelle l'Amitié Nuestro-Americana. Ça a commencé tout petit. Il y a une dizaine d'années, ils sont venus me voir, puis c'était très proche de la gauche latino-américaine. Des gens qui ont dit on peut organiser un défilé de solidarité avec les Premières Nations. J'ai dit c'est formidable, je vais vous mettre en contact avec la PNQL, avec les filles d'Idle No More, et vous allez pouvoir organiser ça. J'ai dit, nous, on est culturel, une marche de solidarité. Ben là, ils ont dit, André, tu nous comprends. En Amérique latine, quand on parle de marche, on parle de danseurs, puis de fanfare, puis de quelque chose de très joyeux. Ben, j'ai dit, là, ça tombe dans ma cour, effectivement. Et ça, c'est une activité qui s'est développée. Gladys Navarro, qui s'occupe de ça, a fait un travail extraordinaire. Maintenant, on attend là, cet été à peu près 1500 danseurs costumés d'une quarantaine de pays et de traditions différentes. Tous des gens vivant à Montréal. Là, c'est pas, il y aura peut-être un groupe qui viendra de Colombie avec la reine du carnaval de Barranquilla. Ça va être quelque chose. Mais pour les autres, c'est des groupes à Montréal qui continuent à faire vivre des traditions de leur pays d'origine et qui, en venant traverser les rues de Montréal pour être accueillis par les Autochtones sur la place des festivals, considèrent que c'est un geste de remerciement, d'abord au territoire et aux gens qui les accueillent, et aussi un geste d'intégration, parce que là, pour eux, comme pour nous, on considère les Premières Nations souveraines sur leur territoire comme étant la première société d'accueil. Alors, le vrai accueil de la population immigrante, c'est quand les Autochtones leur tendent la main et tous les gens qui sont là bénévolement, hein, il n'y a pas une troupe là-dedans qui est payée, viennent donc dans une sorte de rituel et d'ailleurs, on lui donne comme titre « Tous enfants d'Atansik », puisque dans la tradition des Haudenosaunee, qui est une tradition ancienne du territoire ici, Atansik, c'est la femme qui est tombée du ciel, donc une sorte d'Ève nord-américaine qui a donné naissance non seulement par ses chants et sa magie à tout le territoire habitable, mais aussi parce qu'elle était enceinte déjà durant sa chute, qui a donné naissance à toute l'humanité qui allait suivre. Alors donc, en participant à ce défilé, on se reconnaît tous enfants de Tensik. Or, les ambassadrices, c'est un long détour, pourraient très bien être parmi les premières du défilé parce que c'est des groupes autochtones qui rouvrent le défilé. Alors, si elles veulent être de la partie, là aussi, c'est intéressant parce que là, vraiment, il y a une connexion internationale, celle dont tu parlais tantôt. Alors, tout ça, je pourrais continuer encore, mais tout ça, c'est, je te lance des pistes de là où ça pourrait être, il me semble, particulièrement intéressant pour les ambassadrices et l'ambassadeur d'être en connexion ou d'être en plongée, en immersion dans des activités de présence autochtone. Ah, puis je signale, on a des invités maoris aussi, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui arrivent avec des courts-métrages de Nouvelle-Zélande, dont certains faits par des jeunes maoris là-bas. Alors là aussi, ça pourrait être intéressant qu'il y ait une rencontre. Bien, mon Dieu, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, nous, on mise beaucoup là-dessus, là, cette rencontre entre les différentes cultures. Puis, tu sais, je pense que des fois, tu sais, quand
quand on finit par creuser un peu, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences entre nos cultures autochtones, puis même les cultures ici au Québec, mais quand on voit les peuples autochtones d'ailleurs dans le monde, mais on a tellement d'enjeux communs, puis de trucs qui nous lient les uns aux autres, là, que ça, je trouve vraiment ça intéressant de favoriser cette rencontre-là entre nos ambassadrices qui sont des ambassadrices aussi de leur culture avant tout, là, puis de leur réalité dans leur communauté, puis dans leur réalité personnelle à elles, puis qu'elles puissent rencontrer d'autres individus pour partager leur réalité avec eux, puis créer des rencontres qui vont peut-être les inspirer dans leur projet personnel ou qui les inspirer dans leur parcours de vie. Je trouve ça super intéressant, puis c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, là, c'est leur créer des opportunités. Fait que je vois clairement là, dans ce que tu proposes, André, là, une opportunité de créer ces rencontres-là qui vont les nourrir, elles, je pense. C'est juste ça qu'on veut. C'est créer des belles rencontres inspirantes, puis qu'elles repartent d'ici en disant « Ah, ça a fait du bien de me connecter avec des gens, de rencontrer des gens avec qui je suis capable de créer une connexion, puis de créer des liens, puis de partager ce qui nous rassemble, justement. » Fait que clairement, je pense que ça va nous faire plaisir d'être là. Puis merci en tout cas d'offrir cette place-là là, à nos ambassadrices. Alexandre parlait de classe de maître aussi, là, parce que c'est ça, vous avez des événements qui sont à très grand déploiement, mais des événements qui sont un peu plus, pas restreints, là, mais peut-être un peu plus ciblés envers certaines personnes. Fait que je pense que même ça pourrait être intéressant d'explorer ces avenues-là si jamais on peut greffer notre groupe là, à une présentation ou à un atelier. Ce serait fantastique. C'est la chose la plus facile du monde. Les classes de maître, ce sont des cinéastes autochtones qui viennent parler de leur travail et donner peut-être le point de vue intérieur là, de la fabrique des films, comment ça se fait. Alors, on travaille là-dessus. Et là aussi, ça peut être drôlement intéressant quand on regarde comment au Québec, parce qu'on était drôlement en retard au niveau de la production audiovisuelle par rapport au reste du Canada, ou de disons, certaines provinces du Canada, je pense à Colombie-Britannique et Ontario surtout. On est en retard, mais là, voilà, on est en train de reprendre de chemin perdu et il y a plein de belles productions. Là. On pense pour toi, Flora, là, qui va bientôt sortir. C'est quand même ambitieux d'une série télévisée dramatique en français, historique, donc, avec des reconstitutions d'époque, dirigée par une équipe autochtone, produite par une compagnie autochtone, avec des acteurs des Premières Nations. C'est un truc qui aurait été, que nous, un peu prophétique, on annonçait il y a 30 ans de ça, puis personne ne le croyait. Mais maintenant, oui, c'est bel et bien là. Et c'est aussi des opportunités de rencontrer d'abord des gens fort stimulants qui font tout ce travail-là. Et ça peut aussi donner lieu à des vocations. Il y a des personnes qui peuvent dire, ah ben, tu sais, moi aussi, je vais être scénariste, je vais être directeur photo, je vais être associé, je vais être comédienne. Alors donc, c'est aussi des belles occasions de connexion avec des personnes qui sont très impliquées dans la création et la diffusion des arts autochtones. Ça, je trouve tellement ça intéressant. Là. Dernièrement, j'ai animé une table ronde dans le cadre d'un festival où est-ce que le sujet qui était abordé, c'était la production médiatique autochtone. Puis j'ai eu l'opportunité là, de faire la route avec Julie Obomsawin, qui est de Kassiwi Media. Puis, tu sais, on parlait de ces enjeux-là, justement, tu sais, de l'importance d'avoir des Autochtones qui soient impliqués dans la production médiatique, que ce soit des caméramans, des scénaristes, des comédiens. Puis, tu sais, un des enjeux derrière ça, c'est que c'est dur de former des personnes autochtones parce que souvent, bien, elles sont dans des communautés, puis tout se passe à Montréal. Puis des fois, ça devient un obstacle pour certains individus de se dire, bien, moi, ça m'intéresserait,
mais je ne suis jamais sorti de ma communauté ou je sors de ma communauté, mais Montréal, là, ça fait peur à bien du monde. Moi, moi, quand je suis parti du Lac-Saint-Jean, là, il y a 8 ans, tu m'aurais dit, tu vas vivre à Montréal. Je t'aurais dit, jamais de ma vie. Jamais de ma vie, ça va arriver. Je me verrai jamais vivre là. Il me semble que c'est tellement loin de ce que je connais dans ma communauté. On finit par s'y faire. Là. Ça fait 6 ans que je suis à Montréal, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Mais pour certains, ça devient un obstacle à dire, ben, je vais aller essayer ce métier-là, je vais aller essayer d'en apprendre davantage sur ce métier-là. Puis ce qu'il faut, c'est changer l'approche de dire, ben, au lieu que les gens viennent ici tout le temps, ben, est-ce que nous, on peut aller là-bas pour donner des formations puis former du monde? Parce qu'après, ça devient une espèce de cercle vicieux. On n'arrive pas à recruter du personnel autochtone, fait que là, forcément, les projets sont moins représentatifs. Puis là, ben, on fait moins de projets, puis là, ben, forcément, ça incite moins de personnes à développer des compétences pour travailler dans ce milieu-là. Donc, faut changer l'approche, puis il y a quelque chose de vraiment intéressant que Julie me partageait, c'est quand on invite, admettons, un stagiaire ou un étudiant à venir à Montréal, elle dit, je ne l'accueille pas comme n'importe quel stagiaire puis n'importe quel étudiant. Elle dit, en tant que productrice autochtone, que boîte de production autochtone, je me sens ce devoir de l'accompagner là-dedans. C'est pas juste, OK, tu viendras à Montréal pendant un mois, puis tu trouveras un appartement, puis tu t'arrangeras pour prendre le métro, puis venir nous rejoindre sur des lieux de tournage ou dans nos studios. Elle dit, on ne peut pas faire ça. On n'a pas envie qu'il soit déboussolé, puis qu'après 2 jours, il dit, ben, hey, moi, là, ça ne marche pas, je vais retourner dans ma communauté. Elle dit, il faut que je sois là pour les encadrer, puis leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Puis ça, mais ça demande du temps, mais ça demande aussi des ressources, que ce soit des ressources humaines, mais aussi des ressources financières. Parce que, puis je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, là, mais de ce que j'ai cru comprendre, le monde de la production, là, c'est l'argent ne pleut pas tout le temps. Hein. Fait que là, ils ont des fonds, des fois, qui sont alloués sur la production, mais elle dit, je n'ai pas nécessairement d'argent pour couvrir le temps que je passe à encadrer un stagiaire, à former un stagiaire, à être présente avec lui ou à avoir des gens qui puissent l'encadrer puis être présents avec lui. Fait que, ça devient un peu le nerf de la guerre. Puis là, ben, je pense que l'oreille, elle est tendue de plus en plus, mais il y a encore du chemin à faire, puis je trouve que ce qu'elle me partageait, c'est un exemple de son milieu à elle, mais on pourrait faire des parallèles avec plein d'autres milieux. Là. Mon milieu à moi, là, qui est plus un organisme communautaire, on est encore à devoir changer les façons de penser puis de leur dire, bien, les financements, c'est comme ça qu'ils devraient être alloués. Voici ce dont nous, on a besoin, puis d'arrêter que ce soit justement des politiques top-down là, qui viennent d'en haut puis qui, OK, on va essayer là, de créer des lignes directrices qui vont couvrir tout le monde plutôt que de s'adapter aux besoins réels des organisations. Moi, ce que je dis souvent, là, moi, je n'ai pas envie de développer des projets parce que je vais recevoir du financement pour X projets. Moi, j'ai envie de développer des projets parce que c'est porteur pour nos communautés, puis ensuite d'aller chercher l'argent pour venir couvrir nos dépenses, puis pas l'inverse. J'ai l'impression que des fois, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater là, dans certaines organisations, à certains moments, bien, on fait des projets juste parce qu'on a de l'argent pour développer un projet par rapport à ça, mais est-ce que finalement, le projet, il est porteur? Ben, peut-être pas. C'est peut-être un autre projet qui l'aurait été davantage, mais on n'a pas le financement en ce moment pour ça. Je pense qu'en tant qu'organisation communautaire autochtone qui travaille pour les individus, on devrait avoir ce devoir de se dire, ben, pour qui est-ce que je travaille, puis est-ce que les projets que je développe, ils sont porteurs pour les individus pour qui je travaille, puis on est dans ce processus-là, là, encore tout le temps, là, mais je pense qu'à force de marteler le message, on s'en vient là, à changer tranquillement. Là. Je sens de l'ouverture, en tout cas, avec des gens avec qui moi je discute, mais c'est un processus. Hein. On est dedans, là, puis ça va durer encore des années, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Je me rappelle quand je suis arrivé à 10 ans, là, c'était. Je ne suis pas le premier Atikamekw qui est arrivé à Montréal, mais j'en ai vu tellement d'autres arriver puis partir parce que, genre, au bout de 3 mois, je m'ennuie de ma famille ou la vie est dure ou je peux pas voir ma famille. Je pense que c'est juste la famille quoi, qui est vraiment importante pour nous. Fait que si on donne pas le moyen de pouvoir vivre avec la famille, en fait, pouvoir avoir un contact avec
notre communauté, là, les gens ne vont pas rester longtemps en ville. Ouais. Fait que c'est souvent des barrières que j'ai tout le temps vues. Là. Fait que, moi, on m'a toujours dit, genre, il faut que tu t'adaptes. Mais quand même, je me suis adapté, mais éventuellement, je me suis rendu compte qu'il faut que je me rattrape aussi avec mon identité à Tikamek. Là. Ouais. Là, je commence à revenir, je commence à trouver ça normal. C'est normal qu'il faut vouloir un peu plus de flexibilité. Je vais pouvoir voir ma famille si j'ai un décès dans ma famille ou dans ma communauté, je vais pouvoir aller visiter. Même les semaines culturelles, si je veux aller sur le territoire, j'aimerais pouvoir aller durant la semaine culturelle et non en dehors de la saison parce qu'il n'y a personne dans le bois qui va venir avec moi. Là. Fait que, si on pouvait nous accommoder à ce moment-là, je pense que ça va faciliter les stagiaires qui iront en ville. Là. Oui, d'ailleurs, si on regarde les universités, ça veut dire qu'ils ont plus de moyens généralement que d'autres secteurs d'activité humaine. Le Concordia a été vraiment le modèle, parce que c'est la première université à Montréal qui a développé des programmes autochtones. Et très rapidement, ils ont créé une section d'accueil pour les Autochtones avec des locaux dans l'université, justement pour créer une solidarité entre les étudiants autochtones, mais aussi donner des appuis, aussi bien en termes académiques qu'en termes de logement, d'apprentissage de la ville, des transports en commun. C'est quelqu'un qui n'a jamais pris un métro, c'est impressionnant, on vous dit. Je le sais parce que j'étais là en 67 quand il a commencé. Puis la première fois que j'ai les pieds dedans, j'étais bien impressionné. T'étais-tu le premier autochtone à mettre les pieds dans le métro, André? Peut-être, qui sait? Peut-être Inou. Il y a ça, mais aussi, ce que je regarde, c'est qu'il y avait des modèles aussi à explorer de plus en plus, parce que je regarde Poudou Volant, malheureusement, qui nous a quittés, mais il opérait une maison de production de cinéma à partir de Magnotenam, et il était capable de le faire. Donc, je me dis, c'est vrai qu'il était proche de la ville, mais Tracy Deer, tous ses projets, elle les a bâtis à Ganawagé, comment dire, tout son arsenal puis son quartier général était dans la communauté. Et je me dis, il y a possibilité maintenant, on voit avec le travail à domicile qui s'est développé avec le COVID-19, puis l'apprentissage qu'on a maintenant du travail à distance ou des communications à distance, comme on le fait aujourd'hui. Il y a possibilité maintenant d'avoir du travail qui se fait, que ce soit en production ou autrement, à partir des communautés. Et je pense aussi, et là-dessus, je rejoins Yves Sivouy-Durand, qui avec son style très imprécateur, n'est-ce pas, interpelle souvent les chefs, disant qu'il faut investir dans la culture aussi dans les communautés. Il faut qu'il y ait des projets culturels dans les communautés qui se développent et qui... tu sais, je regarde des artistes comme Sonia Robertson. C'est une artiste reconnue internationalement, mais c'est à partir de Machitouillatsk qu'elle travaille. C'est bien là qu'elle habite, puis elle est très liée aux jeunes de la communauté qui veulent suivre des carrières artistiques. Alors donc, je me dis, il faut tabler sur ces initiatives-là et les encourager. Et il faut aussi que Montréal devienne s'autochtonise. Hein? Oui. Moi, je cite souvent Elisabeth Isaac. Je me souviens d'une entrevue qu'elle avait donnée, ça faisait juste 2 ans, 3 ans qu'elle était à Montréal. Elle a commencé à être connue. Puis là, elle a dit, à un moment donné, vous savez, elle dit, quand je suis arrivée à Montréal, les 2 premiers jours, j'étais fâché noir. Elle dit, je voyais nulle part de traces des nations autochtones dans la ville. Et de fait, là, j'avais repris ça en disant, un peu comme leitmotiv de l'intervention que je fais, je dis, Montréal est peut-être un territoire autochtone, mais si on regarde bien, on a perdu pas mal de terrain. Alors, donc, l'idée, c'est une des
des missions de Terres en Vue, c'est justement de redonner une image autochtone à Montréal. Moi, j'ai bien fier des tipis qu'on a plantés en ville. Hein. Tipis traditionnels, il y a des années de ça, ce qui s'appelle le parc Émilie-Gamelin, les jardins Gamelin maintenant. Et je me souviens, j'étais donc content, Culture Montréal, il avait commandé des écrivains, différents écrivains montréalais. Faites-nous des promenades dans Montréal. Alors, chacun avait choisi un quartier, un coin, et décrivait une promenade. Et dans les 7 ou 8 textes qu'il y avait une femme qui avait décrit une promenade dans le centre-ville. Et dans son texte, elle disait « Ah, je vois des tipis place Émilie-Gamelin, je sais que l'été arrive. » J'ai fait « Ah, tiens, on est dans le territoire, dans le paysage imaginaire montréalais. » Et là, maintenant, là, on est rendu un cran plus loin. J'ai eu l'honneur de participer au comité pour le changement de nom de l'ex-rue Amherst. Hein. Alors, donc, puis pour le changement des écussons de la ville aussi, pour rien inclure le grand pin blanc, l'arbre de la paix, comme symbole autochtone dans les écussons de la ville. Alors, il faut comme ça, de plus en plus par l'art public, la toponymie, des activités culturelles, aussi que des Autochtones qui arrivent à Montréal, qui soient déroutés par la métropole s'ils viennent d'un territoire éloigné, plus tranquille. Ça, c'est normal. Hein? Ça peut être vrai aussi des jeunes d'un village québécois qui arrivent dans la grande ville. C'est toujours un choc. Mais que l'Autochtone ne s'y reconnaisse pas comme un lieu où qui lui appartient aussi et qui fait partie de son histoire. Ça, c'est grave. Là. Ça, faut vraiment changer les choses pour que Montréal ne soit pas perçu comme autre chose qu'une grande ville, mais aussi mais pas comme un territoire étranger. Voilà. Il soit vraiment considéré comme un territoire autochtone. Et on va continuer à y travailler, c'est sûr. Bon, là, c'est moi qui parle tout le temps, là, c'est plus notre invité. Jay, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, puisque je pense qu'on arrive vers la conclusion? Oui, bien écoute, je vais en profiter pour vous remercier encore une fois. Merci de cette invitation-là. Merci de m'avoir invité, de m'offrir une tribune pour parler des projets qui m'animent en ce moment puis qui prennent beaucoup de mon temps, mais qui sont tellement nécessaires, je pense, puis tellement porteurs pour nos communautés, pour nos nations. Puis écoute, j'interpelle peut-être les gens qui nous écoutent là, à nous suivre sur notre page Facebook, Poimoun Meshkenou. Vous allez voir toutes les informations sur la grande marche qu'on est en train d'organiser. Je le rappelle, hein, dans un premier temps, on fait le grand parcours de 260 km entre la communauté de Mashtiwiyarts et Wendake. Mais le 27, on interpelle vraiment la population en général, autant les gens des communautés, des Autochtones, que les alliés qui ont envie de venir marcher avec nous en commémoration, là, en honneur des survivants, des survivantes, des pensionnats, de ceux et celles qui sont décédés. On veut créer un beau moment de rencontre, de rassemblement pour nous, avec nous. Donc, si ça vous interpelle, là, toutes les informations sont disponibles sur notre page Facebook. Donc, ben, écoute, merci beaucoup encore. C'était vraiment le fun. Ah, ça, si ça arrive pas une fois par Zoom, là, c'est... Oui. C'est que j'ai tendance à les peser sur le micro qui est dans le bas de l'écran de visionnement plutôt que dans le bas de l'écran de l'ordi. Ça marche pas. Je suis pas sur le bon bouton. Voilà. Ben écoute, nous aussi, on te remercie. Écoute, c'est formidable avec tous les activités que tu as, tu as trouvé le temps de passer cette heure avec nous. Et puis, écoute, tu salueras bien fort tous nos camarades et amis de Poimoun Meshkenou oui. et particulièrement Stanley, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ah,
Ça, si c'est des gens qui appellent pour avoir mes coordonnées, André, tu pourras me les référer directement. Là, Bien sûr, bien sûr. Ils veulent tout avoir ton autographe. Ah bon, ben, écoute, on organisera une séance durant présence autochtone dans ce cas-là. Ah, il n'y a pas de problème. Alexandre, est-ce que toi, tu as un mot de la fin? Ben oui, merci d'être avec nous. Dans le fond, je ne sais pas si on a peut-être dépassé le temps, mais j'avais déjà choisi un mot de la semaine qui était Poimoun, en fait. Je voulais voir les autres. Si tu veux rester encore quelques minutes, Jay, je pourrais faire ça, là. Oui. OK. Dans le fond, moi, cette semaine, j'avais choisi Poimoun parce que, dans le fond, on a déjà traduit Meshkno auparavant avec l'épisode de Mikana avec Widia pour Meshkno. Mais, attends un peu, je vais juste partager l'écran. Ah oui, comme Mikana, dans le fond, j'avais juste marqué que ça veut dire sentier, chemin. Puis, c'est comme, pour moi, quand on dit Meshkno, c'est dire, c'est des traces, en fait, qu'on laisse. Puis, si on parle de Poimoun, on va dire que Poimoun, ça veut dire c'est un rêve, mais si on parle du verbe Poimou, il rêve. Il y en a un autre mot que j'entends souvent aussi, c'est genoua aussi. C'est quand il voit quelque chose en rêve. Fait que quand tu racontes une histoire, au lieu de dire je rêve, tu dis je le vois. Puis systématiquement, on comprend que c'est en rêve quand on parle de rêve. Genoua. Les cris de l'Est, cris de la baie James, les autres, ils disent ça Poamouin, qui veut dire un rêve. Poamou. Fait qu'on voit ici que les Noaimoun puis le cri de la baie James, ça ressemble beaucoup. Même chose pour le Naskapi. Poamoun. Poimou, il rêve. Pouadao, c'est il rêve de lui ou de l'elle. Poatim, c'est il en rêve. Si on regarde plus vers l'est, Smooth Poampicri, c'est Pawamo, un rêve. Pamawawin, c'est un rêve aussi. Idaptum, ça c'est rêver à quelque chose, ou on veut surtout dire voir. Je pense que ça se ressemble un peu à Ishnoa pour Idaptum. Puis quand on regarde vers créer des plèmes, ça c'est comme l'un des langages qui se ressemble beaucoup plus avec l'Atikamekw, c'est un Pawatumwin. Je comprends pas pourquoi ça ressemble pas plus avec l'Atikamekw pour moi. Pawata, Pawamwa, quand il rêve avec quelqu'un. En Ojibwe, c'est Bawajigan, c'est un rêve, une vision. Bawadan, il en rêve. Inabum, ça c'est quand il rêve quelque chose de telle façon. C'est quasiment synonyme avec Ishnuao. En Atikamekw, on dit Wajba Ptiga. Quand on disait, ça ressemble pas du tout avec les autres mots qu'on a dit. On dirait que Poamun, Poamouin, Poamun, Pawamo, Pamatouin, ça ressemble beaucoup, sauf que l'Atikamekw, c'est vraiment, ça ressemble vraiment pas aux autres langues, là. Fait que Wajba Ptiga, Wajbamio, rêver à quelqu'un. Wajbaptum, c'est rêver à quelque chose. Ijinum, ça c'est quand tu vois ainsi dans un rêve. Ijinaptum, ça c'est plus particulier aux gens de Wemotashi. Mais nous autres, on dit Dijinen, Nijinum. Puis si j'essaie de décortiquer un peu, qu'est-ce que on pourrait dire pour Wajbaptum, j'entends Waptum pour voir. Puis Weshi, c'est quelque chose qui dit qui est arrangé ou quelque chose qu'on fait. Fait que c'est comme on est en train de voir quelque chose. Puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention là-dedans, c'est que dans Poamoun, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai comme pas l'impression de comprendre. Fait que c'est quand j'ai regardé dans les autres langues que j'ai compris un peu mieux comment je pourrais voir ça. Genre, si on regarde miroir, nous autres, on dit Wamouin. En créer des plans, c'est Wabamun. Fait que ça ressemble un peu à Wabatumwin, comme un rêve, comme un miroir. Les Noaimoun, je sais pas d'où ça vient comme ça. Wabanitchkamwan, Wabanitchakaman. En tout cas, j'essaie de prononcer, je pense que j'ai pas encore l'habitude.
Mais il me semble que celle-là, j'avais entendu dire que c'est quelque chose, c'est comme une affaire que tu portes à moi. C'est un miroir en métal là, que tu portes toi-même. Mais on dirait que Poamoun, c'est comme pour dire un miroir pour moi. C'est quelque chose que tu vois dans un miroir. Puis Wesh Boptum, pour moi, c'est quelque chose que tu vois d'une façon arrangée. Fait que ça, c'est mon petit. J'ai peut-être une suggestion pour toi, Alexandre. Je sais que tu es le meme master. Là. Ça me fait penser à, tu sais, tu as sûrement déjà vu les memes là, où est-ce que, mettons, dans toutes les langues, là, mettons, le mot il sonne pareil, puis là, tu as comme dans la langue, souvent c'est l'allemand, qui est comme, mon Dieu, c'est complètement ailleurs. Tu devrais faire ça avec Poamoun. Là. Dans toutes les langues autochtones, ça ressemble à Poamoun. Puis là, Kamek, qu'eux autres, là, c'est complètement autre chose. Hein. Ça ressemble pas du tout. Ouais, c'est ça. Ben, ce que je trouve particulier, c'est que l'écrit des plaines, c'est les mots qui se ressemblent le plus avec. On se comprend. Je peux quasiment parler ma langue, puis les autres, ils vont comprendre. Mais sur ce mot-là, c'est celle-là qui ressemble le plus à l'Inoaïmoun. Pourtant, pour moi, le cri des plaines puis le l'Inoaïmoun sont quand même plus loin que moi, je suis d'eux autres. Peut-être un Inou qui était perdu un moment donné, puis qui a apporté ce mot-là là-bas. C'est ça. Ouais. Voilà, les Inuits sont des grands marcheurs et des grands rêveurs. Hein? C'est d'ailleurs le message qu'on a eu aujourd'hui. Ouais. Alors, merci Jay, merci Alexandre. Je pense que c'est le moment de se dire Matashi. Matashi, ouais, Keshkominats, merci d'être avec nous. On va se voir là. Et Nyat. Ouais, Nyat. À tous les deux, un Nyat, excellente journée. Voilà. Matashi.